Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous la parole sur votre chaîne de télévision. Lorsqu'on jette un regard sur le parcours de notre invité ce soir, il fait partie pratiquement de ceux qu'on considère comme des génies. À 22 ans, il a une maîtrise en chimie. À 24 ans, il est ingénieur. À 28 ans, il est docteur d'État en pétrochimie. Il arrive à la tête de la SCDP, la Société Camerounaise des dépôts pétroliers, à une quarantaine d'années seulement. Il va y passer une quinzaine d'années. Et puis tout bascule en août 2009 lorsqu'il part justement, et là je vais citer le titre d'un de ses ouvrages, de la Tour Elf à la prison centrale de New Bell à Douala et puis finalement à Kondengui, ici à Yaoundé. Dans cet univers carcéral, il va également passer une quinzaine d'années. Et depuis août 2024, il a retrouvé la liberté et la parole. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient sur les médias. Mais lorsqu'il sort de prison, il nous ramène deux ouvrages. Le premier porte sur les hydrocarbures dans le monde, en Afrique et au Cameroun. Le second qui va aussi nous intéresser ce soir, c'est justement celui qui parle de son histoire, de la Tour Elf à la prison centrale de New Bell, l'histoire d'une déchéance sociale injuste et réflexion sur la gouvernance au Cameroun. On l'a connu également comme un grand acteur du football. Il était pratiquement à la pierre angulaire de Renaissance Football Club de Ngoumou. Il est un acteur politique, militant, engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On l'a revu à la faveur de la dernière élection présidentielle, soutenir le président Paul Biya. Docteur Jean-Baptiste Nguinefa est notre invité ce soir, l'ancien directeur général de la SCDP. Docteur, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. C'est à dessein que je dis docteur, parce que très rarement on vous appelle docteur. Oui, très rarement, et je préfère que cette émission se passe dans la convivialité. Je vais vous appeler Jean-Jacques, vous pouvez m'appeler docteur ou Jean-Baptiste, parce que dans ma famille, nous aimons bien les prénoms composés. Je m'appelle Jean-Baptiste, mon fils s'appelle Jean-Yves, mon petit-fils s'appelle Gianni Martin, Gianni étant la traduction en italien de Jean. Donc nous sommes tous des gens. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise qui va fêter le 11 février bientôt, c'est leur semaine. Et je dois dire que tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous devons nous consacrer aujourd'hui, c'est quel sera l'avenir, dans quel monde, dans quel Cameroun vont vivre ces jeunes Camerounais-là. Je pense que c'est la chose la plus importante que tous les acteurs politiques, sociaux doivent avoir en esprit. Que va devenir le Cameroun? Que vont devenir les jeunes demain? Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Pour cette jeunesse-là, vous êtes un exemple. Votre parcours scolaire et académique et même professionnel est pratiquement un modèle. Vous êtes allé très vite, on a donné quelques lignes tout à l'heure. Vous étiez un génie ou vous avez profité de quelques circonstances, notamment cette bourse du côté de la France? Alors, je dois dire que je ne pense pas être particulièrement, être un génie tout court. J'ai la chance d'avoir eu un père instituteur. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, il faut aussi saluer les instituteurs. Quand on est fils d'instituteur, je crois on a beaucoup de chances de réussir dans ses études. Normalement, un fils d'instituteur doit être le meilleur de sa classe, que ce soit dans le primaire, le secondaire, et avec les habitudes qu'il aura prises dans l'enseignement supérieur et dans les écoles d'ingénieurs. Donc j'ai eu cette chance d'avoir un père instituteur et je salue encore également ce soir tous les instituteurs qui se sentent fiers, qui se sentent valorisés parce qu'ils forment les enfants des autres, mais ils doivent aussi former leurs enfants parce que leurs enfants doivent avoir un avantage sur les autres enfants parce qu'ils sont des enseignants et ils peuvent leur inculquer très tôt le sens de valeur, de la réussite, du travail pour qu'ils réussissent dans la vie. Vous choisissez une filière un peu compliquée, c'est vrai, vous avez un bac C. À votre époque, on rêvait plus d'être Ngomna, dans le commandement, être sous-préfet et autres. Mais vous prenez un peu un chemin assez compliqué, celui de la chimie, pour finir docteur en pétrochimie. Alors, j'ai eu la chance d'être... mon père a tout fait, il s'est sacrifié pour que j'entre au collège Vogt pour faire mes études secondaires. Il a tout sacrifié, il a sacrifié toutes les allocations familiales de mes autres frères et sœurs pour que je sois interne au collège Vogt de la 6e en terminale.
Et j'étais brillant dans les matières scientifiques et en mathématiques avec d'autres. Et effectivement, mon rêve, ce n'était pas d'être un Ngomna. Au collège Vogt, en ces années-là, nous rêvions tous dans les classes scientifiques d'être des ingénieurs, des savants, des techniciens. Donc très tôt, nous nous sommes forgés, nous nous sommes préparés à être des acteurs du développement de la science et de la technologie. Et c'est allé très vite, justement, le parcours est brillant. On a eu l'impression, comme on dit, vous êtes allé d'un coup pour arriver pratiquement au sommet du choix que vous avez fait. Et puis vous vous retrouvez au Cameroun, le parcours administratif et autres. Vous avez même été enseignant dans les universités. Et puis vous êtes directeur général de la SCDP. Vous n'avez pas 40 ans exactement. Non, j'avais 39 ans quand je suis devenu directeur général de la SCDP, après un parcours universitaire et dans les écoles d'ingénieurs qu'on peut qualifier effectivement de brillant. À 18 ans, j'ai mon baccalauréat série C. Tout de suite, je fais partie des premiers boursiers de cette année-là pour aller faire justement, j'avais choisi la chimie industrielle. Le gouvernement camerounais m'a accordé une bourse. J'ai été ingénieur à 24 ans, vous l'avez rappelé, après une maîtrise en chimie. Ne pouvant pas trouver du travail après des demandes d'emploi dans toutes les sociétés pétrolières chimiques qui existaient à l'époque au Cameroun, j'ai demandé au gouvernement, au ministère qui s'occupait de l'enseignement supérieur et des bourses à l'époque, de continuer un doctorat, ce qui m'a été accordé. Et en 4 années seulement, j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat et sciences physiques à la suite donc de mes recherches, de mes publications qui ont été estimées brillantes. Normalement, j'aurais dû être docteur ingénieur en pétrochimie, mais mes professeurs, donc le professeur Metzger, pour ceux qui connaissent Marseille, l'université d'Aix-Marseille, a estimé qu'avec les résultats que j'avais eus dans mes recherches, les publications que j'avais effectuées, il fallait me donner le plus haut diplôme scientifique français de l'époque, donc un doctorat d'État en sciences et en sciences physiques, avec dans la mention pétrochimie. Voilà. 39 ans, directeur général d'une entreprise d'État, l'une des plus costaudes au Cameroun. Ça fait beaucoup jeune là, pour une charge comme celle-là. Bon, ça c'est vrai. Je pense que c'est le destin, chacun a son destin. Je dis que j'ai été fils d'instituteur, se retrouver directeur général, ce n'est pas courant. Vous savez que le patronyme au Cameroun, ça donne quand même encore quelques avantages. Quand un fils d'instituteur arrive à ce niveau, il faut le saluer. En tout cas, mon destin a voulu que certaines personnes se placent sur mon chemin. Le premier à m'avoir véritablement donné ma chance, c'est le professeur Joseph Ouna. Il était chancelier de l'université à l'époque. Mon dossier a failli se perdre dans des considérations de lutte, de corporation. Et il a insisté pour que, effectivement, en plein conseil d'administration d'ailleurs, sans passer par le conseil de département ni le conseil de faculté, que mon dossier soit examiné avec toutes mes références en plein conseil d'administration de l'université de Yaoundé à l'époque. Et à l'époque, il y avait de très grands professeurs, les Mélonais, les Bipounoun, qui étaient au conseil d'administration de l'université. Ils se sont demandé pourquoi mon dossier avait fait plus d'une année sans être présenté au conseil, compte tenu de mes résultats scientifiques et de mon parcours. Donc j'ai eu cette chance que le professeur Owona m'a repéré tout de suite et a commencé à suivre ma carrière. Donc en suivant ma carrière, lui-même ayant la confiance pleine et entière du chef de l'État, il a pu me faire progresser effectivement. Donc c'est cette chance que j'ai eue. On peut être brillant, mais si personne ne vous remarque et vous conduit de manière tout à fait neutre, de manière tout à fait désintéressée, uniquement sur vos capacités, c'était pas du favoritisme. Voilà, il n'a pas fait que pour moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui savent que le professeur Ouna a tiré avec lui un certain nombre de jeunes de toutes les régions du Cameroun et qui sont aujourd'hui sénateurs, professeurs agrégés, qui ont été des directeurs généraux. C'est des jeunes qu'il a encadrés, suivis. Il y avait un véritable plan de carrière. Donc nous avons eu cette chance à l'époque. Et vous êtes donc ce DG, vous y mettez une quinzaine d'années.
vous avez encore des projets comme directeur général et tout s'arrête brusquement ce 26 août 2009. Vous n'avez que 54 ans. Exactement. Alors, la SCDP est une société stratégique dans le secteur aval pétrolier. Quand je partais à la SCDP, sur instruction du président de la République, avec les recommandations, à l'époque, j'étais secrétaire général du ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie déjà. Mon prédécesseur à la SCDP, Nguea Lotin, était mort dans des circonstances assez troubles, puisqu'il a été empoisonné en 1994, en 31 décembre. Le poste se libère et beaucoup de gens commencent à postuler pour ce poste, à la présidence, à la primature, et également au ministère de l'Eau et de l'Énergie. À l'époque, c'est le ministre Samba Jean Bosco. Jean Bosco Samba. Qui était feu Jean Bosco Samba, paix à son âme, qui était ministre. Il me dit, mais monsieur le secrétaire général, vous êtes ingénieur pétrochimiste, vous connaissez le pétrole, pourquoi vous ne postulez pas? Je dis, mais Excellence, je ne peux pas me proposer moi-même. Il m'a dit, mais non, vous avez le profil qu'il faut. Préparez-moi une lettre pour que je puisse la transmettre au chef de l'État. J'ai préparé la lettre, il a corrigé, il a amendé. Il m'a dit, attendez, je vais voir le chef de l'État, un véritable grand homme. J'ai été étonné qu'une semaine après, le professeur Joseph Ouna, qui était effectivement déjà secrétaire général à la présidence, m'appelle à la présidence, il me convoque, j'arrive et il me dit, mais monsieur Nguiné, il m'appelle Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous allez chercher à la SCDP? C'est quoi la SCDP? C'est quoi cette société? Moi, j'ai un autre plan de carrière pour vous. J'ai l'intention, après le secrétariat général des mines, de vous proposer au président Paul Biya pour être secrétaire d'État, au moins. Dans le gouvernement. Et moi, de lui dire, mais Excellence, monsieur le ministre secrétaire général, avant d'être secrétaire d'État dans le gouvernement, je souhaiterais quand même aller connaître comment se gère une société privée pour avoir toutes les compétences nécessaires pour diriger peut-être un département ministériel ou être un adjoint à un ministre important. Donc voilà comment ça se passe. Je me retrouve à la SCDP. Et moi, je savais que j'allais faire 2 ou 3 ans à la SCDP pour connaître comment se gère une société privée et revenir et puis continuer ma carrière peut-être à d'autres niveaux de l'administration, de la haute administration. Je suis arrivé là-bas, malheureusement, le ministre Ouna part de la présidence, se retrouve dans d'autres ministères et moi j'ai l'habitude de dire qu'on m'oublie pratiquement. Et je fais 15 ans. Je trouve une société qui est inconnue, personne ne connaissait pratiquement la SCDP. Je commence donc effectivement à travailler, puisque je savais que j'étais parti pour un certain temps, à faire des réformes, à moderniser les dépôts qui étaient vieillissants, à renouveler le personnel. Il y avait 90% de main-d'œuvre qui n'avaient même pas d'employés, qui n'avaient même pas le BPC, la plupart avaient le CP, c'était des manutentionnaires qui chargeaient les bacs, qui chargeaient les camions, les wagons-citernes. Je commence à recruter des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens, et la SDP commence à prendre de la visibilité pendant toutes ces années. Et puis, il y a le problème d'un SAM en 1998 qui arrive, cet accident ferroviaire à l'entrée des dépôts, un accident, une explosion qui fait... Un 14 février. Un 14 février, justement. On s'en souvient, 1998. Qui fait plus de 200 morts et disparus. Et c'est là que commence véritablement la difficulté de la SCDP. Il y a une enquête administrative qui aboutit pour moderniser les structures, améliorer les choses. On a même pensé à un moment donné déplacer le dépôt d'un SAM, mais ça aurait coûté beaucoup trop cher de déplacer le dépôt d'un SAM. On a choisi de créer un périmètre de sécurité en SAM et de le moderniser complètement. Nous sommes lancés dans cette opération avec l'aide du gouvernement, de plusieurs ministères qui devaient financer les travaux importants qui devaient être réalisés.
Malheureusement, ces ministères, dans leur budget d'investissement, n'ont pas suivi les recommandations du gouvernement, de la haute hiérarchie, qui voulait que des budgets d'investissement de plusieurs ministères clés servent à moderniser les dépôts d'un SAM. Donc nous nous retrouvons devant un projet que nous devons financer nous-mêmes sur fonds propres, et les difficultés financières commencent. La SDP, qui a toujours été bénéficiaire net en termes de résultats, se retrouve à avoir un résultat nul, négatif, et là on commence à soupçonner, à faire des recherches. J'ai eu un premier contrôle de l'État, supérieur de l'État, qui s'est bien passé, un deuxième qui s'est très mal passé. On commence à penser que vous mettez la main dans les caisses. Voilà. On commence à penser que... On commence à dire qu'il est très visible. Voilà. On dit même que vous partagez l'argent partout où vous passez. Est-ce que ce n'est pas l'argent de la société qui est en train de partir? Il se disait mille et une choses à cette époque-là. Voilà, tout ça, effectivement, j'avais déjà mis à peu près 15 ans. Et effectivement, ça ne plaisait pas à beaucoup de gens. Vous savez, la gestion des sociétés obéit à certaines règles. Il y a des gens qui ont des ambitions, il y a des régions qui ont des ambitions sur certaines sociétés qui appartiennent à tout le Cameroun. Donc il y a tout ça qui se mélange. Mais la réponse que vous donnez semble indiquer que, tel que l'indique le sous-titre de votre ouvrage, qu'il s'agit d'une déchéance totalement injuste. C'est d'autant plus injuste que le jour où on m'enlève, le 18 juin 2009, c'était un jour où on avait convoqué un conseil d'administration ordinaire qui devait arrêter les comptes de la société. Moi, j'étais tout à fait fier, puisque j'avais réussi, après toutes ces années de difficultés, à redresser totalement la gestion de la société. Et je devais présenter un bilan très flatteur de plus d'1 milliard de bénéfices. Vous ne ressentez rien, vous êtes plutôt fier de vos résultats. Je suis fier de mes résultats et je sais qu'à ce conseil, après un résultat nul et un résultat légèrement négatif les 2 années précédentes, je me représente avec... remonter la pente. Avec remonter la pente, avec les efforts qui ont été faits, avec les efforts du conseil d'administration, de la primature. Il y avait un comité qui m'a beaucoup appuyé, nous avons beaucoup travaillé. On a réussi à redresser la société. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que la SDP, je l'ai laissé, je peux dire, et je le dis encore, j'ai laissé une société bénéficiaire et en bon état. Donc on vous imagine bien ce jour-là, Jean-Baptiste Nguyen-Fa, toujours bien mis, bien coiffé, un homme qui n'est pas difficile au contact. Vous allez au conseil d'administration, vous ne vous attendez à rien et puis subitement, c'est l'heure de la déchéance. Ouais. En fait, j'ai été informé la veille, parce que la veille des conseils d'administration, il y a ce qu'on appelle des pré-conseils, où les administrateurs publics qui ont 51% des parts de la SDP se concertent pour effectivement parler d'une même voix face aux actionnaires privés que sont les sociétés de distribution étrangères. Donc je suis étonné que malgré tous les préparatifs habituels qu'on fait en pré-conseil, les réservations de chambres d'hôtel, de repas et tout, personne ne vient. Il n'y a que le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie qui est arrivé et qui m'a dit « Ah, DG, je pense que les carottes sont cuites. Demain, vous allez être remplacé. » Donc c'est dans la nuit que j'ai commencé à plier mes affaires personnelles et que j'ai su que c'était fini. Les carottes sont cuites. Voilà. Il ne vous dit pas ce qu'on vous reproche exactement. Il ne me dit pas ce qu'on me reproche. C'est vrai qu'il y avait déjà eu entre-temps un contrôle supérieur de l'État qui avait rendu son verdict en m'accusant de 22 fautes de gestion et de à peu près 2 ou 3 milliards de débits. Voilà. Alors, vous dites que c'est une déchéance sociale injuste et lorsque vous argumentez cela, vous semblez lier les difficultés quand même que l'entreprise a eues à cet incident, cette catastrophe de SAM. Vous n'avez pas pu prouver devant la justice qu'on se trompait? Alors, devant la justice, d'abord, les sociétés, il faut rappeler que les sociétés anonymes, c'est-à-dire les sociétés par action,
même si l'État est l'unique actionnaire à 100%, ces sociétés sont régies par le droit privé OHADA. Aucun des contrôles, même en justice, pendant toute la procédure, à aucun moment on a cité les procédures OHADA pour me condamner. C'est d'autant plus étonnant qu'en 1999, le conseil d'administration m'a confié à moi, aux juristes de la SCDP et aux avocats de la SCDP, de conformer les statuts de la SCDP au droit OHADA entièrement. C'est encore plus étonnant dans le sens qu'au niveau de la Cour suprême, la Chambre des comptes, pour contrôler les sociétés, ne se base que sur le référentiel OHADA. Pour me condamner, à aucun moment, ni le rapport d'expertise, ni au tribunal, personne n'a voulu citer le droit OHADA. Donc il y a quelque chose, même le contrôle supérieur de l'État, à l'époque, on avait l'impression que personne ne connaissait le droit OHADA. Et ça, c'est très grave. C'est quelque chose qu'il faut corriger, parce qu'en instituant le droit OHADA, il a été demandé que tous les gens qui s'occupent des contrôles des entreprises, que tous les magistrats, tous les avocats, les greffiers même, qui s'occupent des procédures dans le domaine du contrôle des entreprises, se forment au droit OHADA. Mais vous arrivez au tribunal, il y a plein de magistrats qui ne savent pas ce que c'est que OHADA. Vous avez des experts financiers au Cameroun qui font les rapports, qui vous incriminent, qui ne savent pas ce que c'est que OHADA à l'époque. Peut-être que maintenant, effectivement, il y a eu des efforts. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a quand même une injustice, il y a des réformes à faire. Vous n'étiez pas un acteur politique considéré comme membre du G-TAN. Vous ne lorgnez pas, on peut se tromper, le fauteuil du président de la République. Vous dites que le droit tel qu'il a été dit dans cette procédure est problématique. Qu'est-ce qu'on reprochait donc? Vous pensez qu'on reprochait quoi au docteur Jean-Baptiste Nguiniefa? Qui en voulait au docteur Jean-Baptiste Nguiniefa? Alors, je ne peux pas le dire avec précision. Peut-être ma longévité au niveau de la SCDP a peut-être gêné certains. Je ne suis pas un acteur politique. Je ne me suis jamais considéré comme un acteur politique. Je suis un technocrate au service du Cameroun et au service du RDPC qui m'a coopté à travers ses dirigeants. C'est d'abord le Cameroun et je suis un technocrate. Donc je ne peux pas dire que je lorgnais quoi que ce soit. Non, j'essayais de faire mon travail au service du Cameroun. Ça n'a certainement pas plu à certains et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes. Est-ce que ce n'était pas votre flamboyance de cette époque-là? Jean-Baptiste Nguiniefa, vous étiez cité un peu partout. Les artistes dansaient, votre nom. Vous accompagnez les artistes, vous étiez dans le sport, vous étiez un peu partout. Est-ce que ce n'est pas cette flamboyance-là qui peut-être que ça gêne certains. Bon, ça a dû certainement, ça gêne certains. Et vous donniez beaucoup d'argent au passage? Non, je ne pense pas. Un directeur général a quand même quelques moyens. Ce n'est pas parce que vous distribuez à quelques personnes nécessiteuses ou à des artistes ou que vous sortez pour aller écouter de la musique en cabaret. Il m'arrivait d'aller en cabaret jusqu'à 1h, 2h du matin, mais à 7h30, j'étais le premier à être devant l'entrée de la SCDP pour contrôler, pour m'assurer qu'à 7h30, 8h au plus tard, tout le monde était là. Donc je faisais mon travail, j'avais ma vie, je ne me cachais pas, je ne faisais pas des choses... voilà. Le livre, c'est dedans pourquoi? De la tour Elf à la prison centrale de Nubel, histoire d'une déchéance sociale injuste et réflexion sur la gouvernance au Cameroun. Pourquoi vous l'écrivez, ce livre? Alors, ce livre, je l'écris en fait d'abord pour mes enfants. Quand on m'arrête, mes enfants ont à peine le bac, ils sont à l'étranger et j'essaie de leur expliquer que votre père n'est pas un voleur. Parce que tout de suite, quand on vous arrête au Cameroun, que ce soit, bon, on n'a pas fait la distinction entre faute de gestion et préemption et captation pour un enrichissement illicite, tout ça s'est mélangé au Cameroun. Je prends un exemple.
par exemple, dans ma condamnation, il y a 250 millions qui concernent un bâtiment qui était le siège de Total Cameroun à Bessengue, à Douala à l'époque. Un bâtiment qui a été totalement abandonné quand on a construit le nouveau siège de la SCDP. Il y a une société privée qui voulait déjà à l'époque faire du trading pétrolier, qui a décidé effectivement de retaper ce bâtiment qui était à l'abandon, qui était même devenu un repère de bandits. Je leur accorde cela en disant qu'ils refont complètement le bâtiment, qu'on va défalquer sur le loyer que je veux leur imposer par la suite. Le bâtiment est totalement fait par des artisans, des techniciens qui sont effectivement saisis par cette société de trading qui malheureusement disparaît au bout de 2 ou 3 ans. Je me retrouve avec un bâtiment flambant neuf et puis des sociétés de réfection qui réclament leur argent. Bon, je dis que moi, j'avais un contrat avec quelqu'un qui a disparu, on peut le retrouver, c'est à lui de vous payer ce qu'on vous doit. Bon, finalement, l'affaire va au tribunal et le tribunal décide que c'est la SCDP qui doit rembourser effectivement ces sociétés de réfection. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Dans la condamnation que j'ai, on dit que c'est un détournement. Un détournement de 250 millions. Alors vous voyez un peu, peut-être qu'il y a eu des fautes, je ne pense même pas avoir fait une faute, mais la SCDP a payé un argent à Dijon et se retrouve avec un bâtiment neuf qui est encore utilisé jusqu'à aujourd'hui. Mais on me demande à moi aujourd'hui de rembourser cet argent. Est-ce que quand je vais le rembourser, on va me donner ce bâtiment, va me revenir. Bon, il y a des choses comme ça. Effectivement, je voulais expliquer donc à mes enfants que leur père n'est pas un voleur, il a fait son travail, il a peut-être fait des fautes de gestion, et donc il fallait leur expliquer cela, et faire une réflexion sur la gouvernance, sur l'opération Épervier, et c'était en même temps un livre autobiographique pour un peu expliquer mon parcours. Et cette réflexion sur l'opération Épervier, vous trouvez que c'est une opération juste, utile, ou elle a un impact réel dans la gouvernance au Cameroun? Je ne voudrais pas trop insister là-dessus. Oui. Nous savons que de toute façon la corruption au Cameroun, elle est systémique. Mais quand on voit les résultats de l'opération aujourd'hui, est-ce que nous avons l'impression qu'elle est vraiment dissuasive? J'ai l'habitude de dire qu'en 2010, il y a quelqu'un qui s'est prévalé d'être le pilote de l'opération Épervier, qui disait que tous ceux qui sont en difficulté arrêtés aujourd'hui ont détourné 250 milliards de francs CFA. Et dans les 250 milliards de francs CFA, près de la moitié, 120 milliards, étaient reprochés à une seule personne. C'était Ngamou Amani qui était administrateur provisoire de la CAMER. Et vous savez ce que sont devenus 120 milliards? On les a ramenés au tribunal à 2 milliards. Et les experts qui ont... à 2. Voilà, de 120 milliards à 2 milliards. Et les experts qui ont fait la contre-expertise ont déclaré à la fin que les fameux 2 milliards, puisqu'il s'agit de la CAMER, que nous connaissons tous, on sait que les avions de la CAMER se ravitaillent dans les aéroports internationaux en carburant et c'est payé dans des pays un peu partout où les avions atterrissent et qui n'ont pas eu le temps d'aller vérifier ce volet de dépenses de la CAMER. Monsieur Ngamou Amani est aujourd'hui toujours condamné à de fortes sommes, et condamné à de longues peines de prison. Donc il y a quelque chose. Et puis 250 milliards par rapport à la qualité de la dépense, je ne dirais pas plus que nous observons aujourd'hui, ça ne représente absolument rien. Et pourtant, beaucoup de gens sont dehors. En instance, on vous condamne à 30 ans de prison. Exact. Vous faites appel en 2012, la peine est ramenée à 15 ans. Pour vous, c'est un indicateur de quelque, je ne peux pas dire également, mais des difficultés de la justice à pouvoir dire exactement ce qu'on vous reproche?
Aujourd'hui, effectivement, j'ai été condamné en instance au TGI de Douala. Le TCS n'existait pas encore, Oui. à 30 ans de prison. Donc, le TCS a été créé en 2012. Nous devions normalement aller à la cour d'appel après le TGI, mais avec la création du TCS, il était question maintenant de passer directement du TGI à la cour d'appel. Donc on sautait un deuxième degré de juridiction, ce qui est même un peu anticonstitutionnel. Alors à la Cour suprême, je suis quand même allé, et la Cour suprême a totalement cassé le jugement de 30 ans de prison du TGI de Douala. Normalement, la Cour suprême aurait dû me libérer en 2017 quand ils ont instruit l'affaire. Mais je pense que ces juges n'ont peut-être pas eu l'autorisation politique. J'aurais dû être le premier personnage à être libéré. Il faut une autorisation politique pour qu'on vous libère. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'il y a un peu de politique dans ces affaires-là? C'est pas de la politique en tant que telle, mais je pense que les juges n'ont pas voulu prendre totalement leurs responsabilités en me libérant purement et simplement en 2017. Pensez que votre Donc dossier ils ont était vide. choisi. Pensez que votre dossier était vide. Vous êtes Ils innocent. ont dit exactement ceci, que le rapport d'expertise qui m'incriminait était plein de confusion, de contradictions, d'erreurs, et que ça ne pouvait pas servir de base pour ma condamnation. Voilà le jugement. Après avoir dit ça, ils retiennent quand même 15 ans. Ils retiennent quand même le dossier. Non, ils n'ont pas retenu, ils ont renvoyé le dossier au TCS qui était déjà créé pour une nouvelle révision. Mais malheureusement, en arrivant au TCS, on s'est basé sur le même rapport d'expertise. On aurait dû faire une contre-expertise, ce qui n'a jamais été fait. Et sur la base de ce même rapport d'expertise, le TCS, au lieu de me condamner encore à 30 ans, a ramené la peine à 15 ans de prison. Et les 15 ans, je les ai finis. Et nous sommes encore à nouveau au niveau de la Cour suprême. Et j'ai l'habitude de dire que la Cour suprême ne peut pas se dédire. Ils ont déjà annulé ce dossier. Quand ce dossier va se représenter devant eux, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, moi j'ai confiance en la justice de ce pays. Il y a eu des acquittements à la Cour suprême dans le cadre de l'opération Épervier. Il y a Etondé, il y a le professeur Bruno Bocolo, c'était pas la Cour suprême, c'est vrai, et d'autres qui ont été purement. Mais c'est possible d'avoir des acquittements devant la fort justice. Possible. Vous faites Quand confiance le droit à est la dit, justice, je fais mais totalement vous faites très peu confiance confiance à ceux qui suivent les dossiers, voilà. Notamment le contrôle supérieur de l'État et les autres. Je crois qu'ils se sont améliorés depuis, ça c'est clair. Ils se sont améliorés parce que Ouada aujourd'hui est incontournable. Et là, vous dites c'est un gâchis, on vous a fauché votre carrière, vous n'aviez que 54 ans. Je n'avais que 54 ans. La retraite m'a trouvé en prison. Et vous savez que les directeurs généraux ne partent pas forcément en retraite à 60 ans. Ils auraient peut-être pu continuer. Vous en voulez? Non, je n'ai pas de ressentiment. Je suis quelqu'un, c'est vrai, de très combatif. Et j'ai beaucoup de personnes derrière moi. J'ai une très grande famille parce que mon père a épousé 6 femmes, dont 4 de Moulundu. Nous sommes beaucoup d'enfants et de petits-enfants aujourd'hui. Si je craquais et si je craque, ce serait l'hécatombe. Ça a même été l'hécatombe dès mon arrestation parce que ça a été le découragement total. Qu'est-ce qui vous a permis de vous maintenir? Qu'est-ce qui vous empêchait de craquer? Lorsqu'on vous cueille de cette manière-là, un beau matin, vous avez la tête dans les projets, et puis il y a 3 éléments de la police qui viennent vous prendre ce 26 août 2009, là, M. Nguinefa, prenez quelques affaires, habillez-vous, suivez-nous. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous ne craquiez pas totalement? C'est d'abord la famille. Il y a beaucoup de monde derrière moi. C'est mon épouse, Marie-Rose, à l'époque, qui m'a beaucoup soutenu, qui est restée à mes côtés. Et puis, c'est aussi un sentiment de ne pas faire plaisir à tous ceux qui se considèrent comme mes ennemis.
Parce que les gens ont parié, il y en a même qui ont dit qu'il va pourrir en prison. J'ai dit que je ne veux pas leur donner ce plaisir. Je veux me battre. Je me battre. Je me suis battu pendant 15 années. J'ai appris le droit, j'ai fait le droit, j'ai aidé mes avocats. J'ai l'habitude de dire que je suis un scientifique, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai au moins le niveau de la maîtrise en droit. À force de travailler sur mon dossier, sur le droit au WADA, sur les procès, sur les jurisprudences. Donc j'ai beaucoup appris en prison. Donc c'est tout ça qui m'a donné la force de continuer. Dieu vous occupiez à quoi là-bas? Votre quotidien, en dehors des 2 livres que vous avez commis, vous faisiez quoi pour maintenir la forme que vous avez jusqu'à aujourd'hui, pour garder cet état d'esprit, alors qu'autour de vous, il y a d'autres, des ministres qui sont également détenus là-bas? Vous savez, en prison, il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller. Je voudrais dire qu'il faut que les familles qui ont des gens en prison, coupables ou pas coupables, il ne faut pas abandonner ceux qui sont en prison. Ils ont besoin de leur famille, ils ont besoin de leurs amis. Même si vous ne leur apportez rien, rien que le fait de leur rendre visite régulièrement, c'est quelque chose qui permet de tenir. Et en prison, il faut savoir s'occuper. On prie beaucoup en prison. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des activités sportives, culturelles. J'ai été élu en quelque sorte président de l'association des détenus pour le sport, la culture et les loisirs. J'ai été président du conseil paroissial de la petite aumônerie de la prison. Donc tout ça nous occupe et j'ai voulu aussi garder cette propreté-là. C'est-à-dire que quand vous venez en prison, surtout les dimanches, je n'ai pas laissé mes costumes à la maison, sinon c'est les cafards. Vous mettiez les costumes en prison? Vous en prison, moi je les mettais le dimanche, j'étais en blanc, je mettais mes costumes. Et parfois, quand les visiteurs arrivaient, quand on leur disait que ce monsieur c'était un prisonnier, ils n'en croyaient pas. Donc j'ai voulu garder la même prestance. J'ai eu beaucoup d'aide de la famille, j'étais bien nourri. Donc, avec beaucoup de visites, et ça permet de tenir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet épisode, partir de la flamboyance de la tour Elf, Jean-Baptiste Ngignefa se retrouver au cachot? Qu'est-ce qui a le plus marqué? Qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce que je retiens le plus? C'est justement cette déchéance-là. C'est-à-dire que notre système est quand même très violent. Dans d'autres pays, les pays européens, je prends par exemple l'affaire Elf en France, avec tous les scandales que vous connaissez dans tous les pays, tous ces gros détournements. Le directeur général d'Elf a eu seulement 5 ans de prison, il n'en a passé que 3. Mais notre pays chez nous, pour 500 000, c'est la condamnation à vie. Hein. Oui. 30 ans, c'est un aménagement. Pour 500 000, le prix d'un ordinateur à l'époque, on vous garde en prison toute votre vie. Le système est quand même très dur. On ne tient pas compte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez produit pour la nation, pour la jeunesse. On retient des petites fautes et on vous condamne très très lourdement. Ça, c'est quand même un peu injuste. Vous ne méconnaissez pas quand même dans votre parcours, dans votre séjour à la telle ASCDP, quelques fautes de gestion qui peuvent arriver? Si, moi je connais, il y a eu des fautes de gestion. Moi je suis quelqu'un qui fonce, d'ailleurs on me le reproche souvent. Il peut arriver que parce que je suis pressé, qu'on ne respecte pas les procédures. Parce que la faute de gestion, c'est ça. Il y a par exemple une procédure de passation des marchés, il y a des procédures pour certaines opérations financières. Si vous êtes quelqu'un qui fonce et que vous sautez ces procédures, ce sont des fautes de gestion. Malheureusement, beaucoup de magistrats, de juges, d'inspecteurs, du contrôle supérieur considèrent que c'est des détournements de fonds publics. C'est vrai, nous le savons. Il y a des gens qui ont vraiment mis les mains dans le pot de miel. On les connaît. Et ceux qui n'ont fait que des fautes de gestion, on les connaît aussi. Ça se voit, c'est visible. C'est tout ce que je peux dire. Vous sortez de prison et le lendemain, on vous voit en tenue du RDPC. On aurait pensé que vous auriez une dent contre ce régime, le régime RDPC. Alors, je vais répondre franchement à cette question.
Parce qu'effectivement, quand on m'a vu soutenir les RDPC pendant la dernière campagne présidentielle, les premiers à s'en être offusqués, c'est beaucoup de mes compagnons qui sont à Kodengui aujourd'hui. Qui sont encore là-bas. Qui sont encore là-bas. Oui. C'est aussi beaucoup de ceux qui ont été à Kodengui et qui sont sortis. Ils ont considéré cela comme une trahison. Bon, je dis que chacun subit sa peine, chacun a son destin, chacun a sa position. Aussi, un certain nombre de personnes, surtout dans l'opposition, je crois que Valsero a même appelé cela le complexe de Stockholm, oui, c'est-à-dire que quelqu'un est amoureux de son bourreau. Quelqu'un est amoureux de son bourreau. Mais je voudrais dire franchement, je serai toujours avec Paul Biya. Ah bon? Jusqu'au bout. Mais après avoir Jusqu'à passé 15 gare. années d'emprisonnement, Jusqu'à la gare, comme on dit. après avoir interrogé la gouvernance au Cameroun, après avoir constaté que notre système est quand même assez violent et qu'il est la tête de ce système-là, vous continuez à le Je vais soutenir. vous dire pourquoi. Nous sommes des créatures, pas comme l'autre le dit, parce que nous sommes d'abord des créatures de Dieu, des créatures de nos parents, sur le plan biologique. Ce sont nos parents, nous sommes des créatures également parce que c'est eux qui nous ont formés, qui se sont sacrifiés. Je vous ai parlé de mon père instituteur, de ma mère, de mes frères et sœurs. Mais on est aussi une créature de Paul Biya. Les gens brillants, qui ont des parcours brillants, on en trouve dans toutes les régions du Cameroun. Il y a beaucoup, les Camerounais sont particulièrement brillants. Et ils sont très nombreux. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le décret du président de la République. Vous pouvez être major, vous pouvez avoir fait Harvard, toutes les grandes écoles. Si le président ne vous remarque, si on ne vous propose pas au président de la République, s'il n'y a pas son décret, vous allez rester effectivement, bon, un chercheur, un enseignant d'université, vous pouvez faire vos affaires, mais c'est le président de la République, Paul Biya, qui change le destin d'un certain nombre de personnes. On peut même remplacer tous les responsables d'aujourd'hui, on va trouver des personnes équivalentes pour faire le travail, et peut-être même de manière plus efficace. Moi, j'ai été bénéficiaire de plusieurs arrêtés et de plusieurs décrets du président de la République. Comme disent certains de mes frères, est-ce que moi j'ai fait l'école avec Jésus-Christ? Non. Il est arrivé un soir que je sois bénéficiaire de trois arrêtés présidentiels. J'étais à la fonction publique avec le ministre Ouna. Et il m'a proposé pour être au conseil de direction de l'ENAM, au conseil de direction de l'ITAF, au conseil de direction de l'ISMP. Le même soir, j'ai eu droit à 3 arrêtés. J'ai eu au moins 3 décrets présidentiels. C'est pour cela que vous allez toujours soutenir. Et d'une haute instruction pour être nommé directeur général de la SCDP. C'est suffisant. Donc, pour ne pas penser qu'à un moment donné, il vous a abandonné. Voilà. Vous ne vous avez pas dit à un moment donné que pourquoi ce monsieur qui semble m'avoir aimé hier m'abandonne aujourd'hui. Il ne m'a pas abandonné. Je pense que quand un malheur vous arrive, vous êtes quelque part vous-même un peu responsable. Peut-être que je n'ai pas été assez vigilant dans ma gestion, dans mon entourage, et on m'a entraîné peut-être dans des choses qui vont conduire à faire des fautes de gestion. Mais il y a aussi des manigances politiciennes qui peuvent vous faire chuter. Mais tout ça, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya n'a rien à voir dans ma déchéance. Mais beaucoup pensent que s'il avait quand même dit un seul mot, vous ne seriez pas resté en prison 15 ans. Ah, il y en a qui sont encore là. Il y en a qui sont encore là. Il fait confiance à la justice aussi. Le président Paul Biya fait confiance à la justice. Et la justice, malheureusement, elle peut aussi se tromper. Vous restez donc fidèle à Paul Biya, vous restez fidèle au RDPC. Je reste fidèle au Cameroun. Je reste fidèle au RDPC et à Paul Biya parce que c'est eux qui permettent que je me mette au service du Cameroun. Vous expliquez pour l'instant. Vous expliquez quoi à vos anciens compagnons de la prison qui sont en train de nous suivre en ce moment
cette fidélité que vous déclarez au président Biya au Cameroun et au RDPC? Ça n'a rien à voir avec la fidélité au président. Je pense que je leur demande tout simplement d'être forts. Ce sont des épreuves que nous avons tous traversées, que nous traversons, qu'ils continuent à traverser. Ça va finir. Le jour va finir par se lever. La justice peut les déclarer innocents. Vous savez, la Cour suprême du Cameroun aujourd'hui est débordée. Il y a tellement de dossiers. Il y a les affaires pénales, les affaires civiles, les affaires commerciales. Donc, les délais à la Cour suprême, c'est en termes d'années. 5, 10 ans avant qu'une affaire arrive à ce niveau-là. Les juges de la Cour suprême sont des juges souvent expérimentés. Et je pense que dans la plupart des cas, ils disent le droit. Donc, je pense qu'il faut des réformes pour accélérer peut-être le rythme des audiences à la Cour suprême pour que, effectivement, beaucoup de gens qui sont encore en prison pour de longues peines puissent être libérés rapidement. Je prends par exemple le cas de mon ami et frère Belinga Gilles, l'ancien directeur général de la SIC, qui est de la même génération que moi, Gilles Roger Belinga. Nous avons eu le bac la même année, nous étions les majors de la terminale C au collège Vôtre. Il a pris 20 ans, il n'est jamais passé à la Cour suprême. Il sort ce mois de février. J'espère que vous aurez l'occasion de l'inviter aussi. En tout cas, il sera à sa sortie avant la fin du mois de février. Il est dehors. Et vraiment, c'est un plaisir. Il a tenu bon. Sa santé n'est pas très bonne, mais c'est vraiment un plaisir que Gilles Roger Belinga sorte de prison enfin, même s'il n'est pas encore passé à la Cour suprême. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous avez pas dit qu'il y a une sorte de malédiction des fils de la Mefou et Akona? Vous étiez en prison, Jean-William Solo y est encore, Basila Tonganakuna est sorti. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, poser une question? Pourquoi la Mefou Akona? Je ne pense pas que c'est une malédiction. Je crois que le président Paul Biya a aimé particulièrement la Mefou Akona et il a confié beaucoup de postes de responsabilité au fils de la Mefou Akona. Il y a des années où nous avons eu 4 directeurs généraux, 2 ministres, bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, nous sommes également, quand on a des responsabilités, nous sommes également, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, allez-y, prenez exposés. votre verre. Oui, le temps que je lise 2 ou 3 messages. Bonsoir, ce qui est arrivé à M. Nguini et Fa, c'est la même chose que M. Mebe Ngor. Et cela veut arriver aujourd'hui à Cyrus Ngor, car Nguini et Mebe sont des neveux de l'Est. Je ne sais pas s'il y a un rapport. On était en train de parler justement de la Mefou et à Konon. Alain de Molundu, on comprend bien. Alain du côté de Molundu. À mon âge, je voyais souvent mener un combat rude contre les dirigeants de la FECAFOOT de l'époque, étant président de club. Or, ce président de la FECAFOOT avait une relation très approfondie à la présidence. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui vous a rendu vulnérable, créant ainsi l'origine de vos problèmes, Richard et Sama? C'est de dire que peut-être comme vous étiez un peu très virulent envers la gestion du football à l'époque, et que ceux qui étaient là avaient des accointances à la présidence, que c'est ça qui vous aurait conduit derrière les barreaux. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé. Quel plaisir de revoir le docteur Nguini Efa Jean-Baptiste et d'en apprendre davantage sur son parcours universitaire et professionnel. Quel grand homme. En 92, alors qu'il occupait les fonctions de directeur de l'enseignement supérieur, il avait ouvert la voie aux meilleurs jeunes Camerounais, entre autres, en leur donnant l'opportunité de présenter leur candidature aux bourses d'excellence de la francophonie. La promotion de cette année-là, ainsi que celles qui ont suivi sous sa direction, ont connu un succès sans précédent. Merci d'avoir placé le mérite au cœur de vos décisions. Vous qui êtes vous-même un esprit brillant, c'est dommage ce qui vous est arrivé. C'est très édifiant d'apprendre que vous n'éprouvez pas de ressentiment après ce qui vous est arrivé. Avec toute ma considération, Vondo Awono Jean-Pierre, maître de conférence, doyen honoraire des facultés, qui fait pratiquement ce témoignage. Bonsoir, M. Nguiniefa. Est brillant. J'ai admiré ses passages au tribunal. C'est un érudit. Peut-être que vous avez assisté, Angèle, à quelques passages DG devant les tribunaux. Il nous a dit qu'il a beaucoup appris en matière de droit et autres. Bonsoir, monsieur, et bonne émission. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro du docteur
pour une consultation. On va parler de son entreprise, de son cabinet tout à l'heure de consultation. Je crois qu'il y a une bande-annonce qui passe sur les antennes de plusieurs chaînes de télé. Vous pouvez prendre le numéro également de ce côté-là. Merci de participer à l'émission. Nous parlions justement de la meuf Ouakonnor. Vous étiez en train de répondre. Vous dites qu'il n'y a peut-être pas une malédiction. Il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu et beaucoup d'amour. Pas arrêter. Bien sûr, c'est pas fini. Peut-être parce qu'il a fréquenté au séminaire d'Akono, mais ça ne justifie pas l'amour que le président Paul Biya a pour la meuf. Un petit département en termes de population. Peut-être qu'il y a beaucoup d'élites, mais on constate effectivement que le président Paul Biya toujours fait confiance. Est-ce que ce n'est pas qui aime bien châtie aussi bien? Ah oui, ça c'est clair. C'est le cas de le dire. Ouais, forcément. D'accord, vous avez reçu le salut. Ce n'est pas une malédiction, je pense plutôt que c'est la chance de la Moufouakono. C'est à nous d'être plus prudents lorsqu'on nous confie effectivement des responsabilités, parce que on peut les faire volontairement ou involontairement. En tout cas, éviter au moins les erreurs volontaires et être prudent pour ne pas commettre des erreurs involontaires. Vous avez renoué avec les activités de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On ne voit pas l'autre pan qui vous a caractérisé, l'accompagnement du mouvement sportif. Renaissance de Ngoumou a eu un nom de l'aura grâce à vous. Vous n'y repartez plus, vous ne pensez plus relancer cette équipe? Si, c'est vrai, je suis le président fondateur de Renaissance Football Club de Ngoumou, qui a commencé par un championnat de vacances que tout le monde organise et qui m'a amené, puisque la Moufouakono n'avait plus eu depuis longtemps une équipe de football au niveau des championnats nationaux. Donc j'ai commencé au bas de l'échelle, championnat de vacances, ligue départementale, ligue provinciale. J'ai créé et développé Renaissance Football Club de Ngoumou avec un certain nombre d'amis qui m'ont appuyé. Il faut dire que ma position de directeur général m'y a aussi aidé, effectivement. Pour le carnet d'adresse. Avec le carnet d'adresse, on avait... pour la petite histoire, on avait un certain nombre d'hommes d'affaires, on avait créé un conseil d'administration qu'on appelait le présidium, puisque tout le monde était président. Il y avait le président chargé de la culture, le président chargé de la technique, le président chargé des voyages, tout le monde était président, et moi j'étais le président du présidium. Voilà, donc tout ça c'était des appuis. Oui. Ah ouais. Donc quand je suis allé en prison... Je suppose que vous n'avez plus les moyens d'avant. Je n'ai plus les moyens. Vous avez les poches un peu vides comme nous. Ça c'est clair, ça c'est clair. Vous savez, 15 ans de prison, oui. Surtout quand on n'a rien pris, effectivement, on est dans une situation relativement précaire. Mais j'ai quand même des soutiens familiaux. Mes enfants travaillent aujourd'hui, donc ça va. Donc vous pouvez quand même encore lancer une naissance. Donc, l'un de vos derniers passages sur les médias, les réseaux sociaux ont retenu que vous en voulez au management actuel de la Fédération camerounaise de football. Alors, je voulais également revenir là-dessus pour parler du président Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de respect pour moi. Il m'appelle d'ailleurs papa. Il est très respectueux vis-à-vis des aînés. Et je pense que tout ça vient d'un événement en 2004-2005. Samuel Eto'o n'était pas là, mais le tout puissant président du Barça est venu au Cameroun. Juan Laporta. Juan Laporta. J'ai l'impression qu'il n'a pas été reçu comme il se devait à la dimension de l'homme, de sa puissance financière, sportive et footballistique. Mes petits frères avaient une petite association de supporters du Barça au Cameroun. Et j'ai profité de cette occasion pour inviter donc, pour proposer à Juan Laporta de venir chez moi, à mon domicile, à Oudja, ce qu'il a accepté parce qu'il avait un fan club assez puissant. Et il a accepté l'invitation. Il était d'ailleurs accompagné d'une équipe de journalistes, journal écrit, télévision, etc.
Il est venu chez moi un soir avec l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun. Il a reçu une réception mémorable autour de la piscine avec des mets uniquement camerounais, de la musique camerounaise, des danses et tout cela, des chants en espagnol, les chants du Bassa. Et il a beaucoup apprécié et tout n'avait pas pu venir. Donc l'année d'après, il retourne lors d'une mission en France. Je suis dans mon hôtel. Qui m'appelle, c'est Samuel Eto'o. Il me dit, papa, j'aimerais t'inviter ce soir, qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? Je n'ai rien à faire particulièrement. Il est venu avec une grosse limousine, je ne sais même pas quelle marque c'était. J'étais avec une de mes sœurs qui habite à Paris. On descend, il nous attendait en bas, au hall, on va dans sa voiture. Samuel Eto'o décide de s'asseoir devant, il dit non, papa, assieds-toi derrière. Il se met à la place du copilote, et il y avait le chauffeur bien sûr. Il m'amène dans un restaurant qui n'a pas de nom. Je crois que ça devait être un club privé où se retrouve l'élite parisienne, puisqu'il reconnaît des figures de très haute personnalité. On a passé une bonne soirée, on a bien mangé. Et voilà, c'est l'homme Eto'o. Maintenant, concernant la gestion du football au Cameroun depuis qu'il est président, c'est vrai que je lui en ai voulu un peu, puisque il a eu des problèmes avec celui qui me représente aujourd'hui, Alex Owona, qui est le président actuel exécutif de Renaissance Football Club de Ngoumou, qui a d'ailleurs eu malheureusement, par les instances disciplinaires une suspension de 10 ans. De 10 ans. Alors que Alex Owona l'a beaucoup soutenu pour son élection. Il en a beaucoup voulu. Mais je crois qu'il faut comprendre l'homme. Je n'ai pas fait de psychologie, mais quand j'observe Samuel Eto'o en tant que joueur, en tant qu'icône mondiale du football, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, avec ses ambitions, je ne suis pas sûr que Eto'o est content lui-même de la situation du football camerounais aujourd'hui. Je crois que ce monsieur, il souffre dans son âme. Et en tant que compétiteur, il est combattu. Comme c'est un grand compétiteur, il se bat. Il faut qu'il gagne. C'est le compétiteur. Alors que, en fait, je pense qu'il ne faut pas combattre Eto'o. Il faut essayer de l'accompagner. Il faut aussi qu'il accepte d'être accompagné pour effectivement changer le football camerounais, le développer véritablement. Je pense que tout le monde doit l'accompagner. Il n'est pas seul responsable. Le football, ça concerne tout le monde. Ça concerne le gouvernement, ça concerne les établissements, ça concerne les universités. Il faut des terrains de football. On a connu l'OSUC à l'époque. Ce n'était pas la FECAFOOT. Les constructions de lycées et de collèges aujourd'hui doivent intégrer des terrains de football pour préparer, former les jeunes dès le bas âge dans les collèges. Ce n'est pas à la FECAFOOT de faire ça, c'est les établissements, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Donc, je pense qu'il faut accompagner Samuel Eto'o. Et deuxièmement, il a des ambitions. Aujourd'hui, nous savons tous que beaucoup de fédérations africaines le réclament à la tête de la CAF. Ça, ce n'est pas un secret. Et je suis sûr que Samuel Eto'o, il est dans la quarantaine aujourd'hui. Quand il se rase le matin, je suis sûr qu'il pense finir sa carrière comme président de la FIFA, pourquoi pas. Il n'a que 40 ans ou 42 ans. Tu peux être président de la FIFA à 60 ans, 70 ans, il a encore 20, 30 ans. Vous lui conseillerez quoi en ce moment pour quand même... J'ai dit donc que pour cette ambition particulièrement, il faut qu'il laisse un football qui transforme véritablement le football camerounais, parce que c'est ça qui va lui permettre de réaliser ses ambitions, parce que je pense qu'il a effectivement ses ambitions, peut-être que je me trompe, d'être un jour président de la CAF ou président de la FIFA. Moi, je dis donc qu'il faut accompagner Eto'o, il faut lui donner les moyens, il faut l'aider à mieux gérer,
il faut que tout le monde fasse des efforts, le président du club, y compris le mien, Alex Owona, et tous les acteurs du football, que tout le monde, effectivement, qu'on se mette ensemble, qu'il y ait des états généraux du football, des états généraux, parce qu'il n'est pas seul responsable de la situation du football, il ne peut pas tout seul transformer le football. Il est un acteur important et nous devons l'accompagner. Il est aimé par une bonne partie du public camerounais, africain et même mondial. Je crois que c'est un atout. Il a un carnet d'adresses incroyable. Il peut lever des fonds et tout n'a pas... S'il veut vraiment s'y mettre, il n'a pas besoin de 5 milliards annuels pour financer le football camerounais. Il peut lever des fonds et développer le football camerounais à des niveaux incroyables. Et il est le seul à être capable de le faire aujourd'hui dans le football camerounais. Je pense que nous devons l'accompagner. Donc c'est ma position aujourd'hui. Bonsoir Jean-Jacques Zé, depuis Douala, je vous suis et j'admire l'émission. Et l'homme de ce soir, il est pardonneur, voilà, et fidèle, très bien. C'est le président national des jeunes de l'Alliance républicaine, Cissé Bamanga, qui envoie ce message. Bonsoir Jean-Jacques, je suis fier de vous. Tu nous fais voir une fois de plus ce monsieur. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que ce monsieur Nguinéfa Jean-Baptiste est pour moi un modèle. Mais j'ai voulu que ce monsieur nous parle de son cabinet parce que je suis intéressé. Il parle du cabinet juste derrière le passage de Nadège Yougen qui va nous proposer quelques questions des internautes. Bonsoir à vous. La parole, je suis de la Mefoua Kono. Monsieur Nguinéfa est mon frère, mais il n'a rien fait pour nous en tant qu'élite, en tant que Séraphine de Nkong. Ah bon? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait en tant qu'élite pour la Mefoua Kono. Je pense qu'elle doit être très jeune. Pour la Mefoua Kono et particulièrement pour Nkongabok, j'ai créé un comité de développement du village de Nkongabok. J'ai sillonné tous les villages de Nkongabok. J'ai octroyé des fonds pour aider les jeunes ruraux de Nkongabok. J'ai tout fait. Bon, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Quand vous donnez à quelqu'un un peu d'argent pour pouvoir créer un champ de bananiers ou de manioc et que dès que vous lui donnez un peu d'argent pour défricher les champs et que l'argent disparaît et qu'il ne fait rien, ou alors vous créez un comité où l'argent est géré de manière pas très catholique, vraiment j'ai tout fait. Renaissance Football Club de Ngoumou, c'était Renaissance de Nkongabok à la base. Bon, dans mon secteur, on aurait peut-être souhaité que je crée des stations-service. Ce n'est pas le rôle du directeur général de créer des stations-service, ou en Ngoumou peut-être, il y en a déjà, ça a été fait par la CSPH et Tradex. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu au niveau de l'aide aux populations rurales. Il y a eu quelques recrutements également, des gens de la Mefoua Kono, dont par exemple mon frère Mvengbala, votre PDG, qui est un brillant technicien, mais qui a choisi le journalisme. D'accord. Donc, c'est un reproche. Elle doit être très jeune, elle ne doit pas se souvenir de toutes les actions que j'ai faites pendant 15 ans pour le village de Nkongabok. On va prendre une petite respiration, le temps d'installer Nadège Yougen. « 2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System
Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. Retour sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Guidefa est honnête. Il reconnaît avoir fait des fautes de gestion. C'est honorable. Ma question, en continuant de soutenir le RDPC, veut-il encore revenir aux affaires? Maître Mekafidélis, depuis Douala, merci Maître pour cette question. Il aura le temps de répondre tout à l'heure. Très content de voir le DG Nguiniefa. Dieu merci qu'il est tenu jusqu'à sa sortie de prison. Mais je suis surpris que malgré tout ce qui s'est passé, il continue de dire qu'il ne reproche rien à Paul Biya. Mais c'est un pacte ou quoi? Est-ce que c'est un pacte? Il s'agit de quoi? Bonsoir. Bien vouloir indiquer clairement les dates et heures de rediffusion. Bande annonce, Monsieur Oboudou. Voilà, merci. On va vous préciser les heures de rediffusion avant la fin du programme. Vous serez largement servi là-dessus. Nadège Jouguet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Nous accueillons Jean-Baptiste Nguidefa, qui nous a un peu eu aujourd'hui. Je l'attendais en blanc. J'avais déjà préparé une question, mais bon, il est notre invité. Bonsoir, docteur Jean-Baptiste Nguidefa, et bienvenue chez vous. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, très souvent, on vous a vu habillé en blanc. C'est quoi l'histoire cachée derrière ce blanc? Plus de la moitié de mes habits pour les périodes de détente, de loisirs, sont en blanc. Donc, c'est une couleur que j'ai choisie depuis longtemps. C'est pas une secte, c'est juste parce que j'aime le blanc, couleur de la propreté, couleur de la noblesse. Donc j'adore le blanc et j'estime qu'il me va très bien. D'accord. Ça ne vous dérangeait pas d'être en blanc étant en prison? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, vu l'absence de propreté qu'il y a en prison, être en blanc démontre justement qu'on fait des efforts pour rester propre. D'accord. Docteur, on vous a très souvent vu. Donc, pardon, quels sont vos rapports avec les élites de la Mofo-Yakono? Bon, les élites de la Mofo-Yakono, elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. C'est vrai que parfois, il y a des incompréhensions, mais d'une manière générale, je suis quelqu'un d'avenant qui accepte tout le monde, qui cause avec tout le monde. J'estime ne pas avoir d'ennemis. Même si certains se considèrent comme mes ennemis, vraiment je n'ai pas le temps ou de l'énergie à consacrer à des sentiments négatifs. Je préfère être positif, je préfère aimer les gens, fréquenter les gens, rigoler avec les gens, discuter avec eux, faire des projets. Donc avec les élites de la Mofo-Yakono, j'essaie d'être en bonne entente avec tout le monde. Alors, vous êtes originaire du département de la Mofo-Yakono. Exactement. Avez-vous bénéficié du soutien des élites lorsque vous étiez en prison? Oui, il y a un certain nombre d'élites qui m'ont rendu visite régulièrement en prison. Pas forcément les grandes élites, parce que beaucoup, avec l'opération Épervier, ont eu peur. À un moment donné, on disait que quand vous étiez emprisonné dans le cadre de l'opération Épervier et que vous alliez et qu'on venait vous rendre visite, on se mettait à tracer, à suivre les personnes qui vous rendaient visite, ce qui est totalement fou. Ce qui est totalement fou. Vous avez été remplacé à la tête de la SCDP par un digne fils de la Mofo-Yakono, notamment Mbok Fouda. Exact. Gaston Elundwe Somba. Gaston Elundwe Somba est mon cousin. Nous sommes tous les deux Mbok Fouda, effectivement. Quels sont vos rapports? Nos rapports sont excellents. Moi, j'ai même été content d'être remplacé par un cousin. Je m'attendais effectivement à ce qu'il m'apporte effectivement tout son soutien. Et d'ailleurs, quand je suis sorti de prison,
c'est le premier membre du gouvernement à qui j'ai rendu visite. Il m'a reçu tout de suite. Il y avait beaucoup de gens, de hautes personnalités dans son cabinet. Mais dès qu'il a su que j'étais là, il m'a ouvert sa porte. Je lui ai dit que, bon, à mon âge, je n'ai pas d'ambition particulière, sauf celle de continuer à servir et que j'étais prêt à aider. J'étais prêt, effectivement, à travailler dans le domaine qui est le mien, l'énergie, et à la tête du département duquel il siège encore aujourd'hui. Et quels sont vos rapports avec Dieudonné Mveng? Ah, Dieudonné Mveng, c'est pratiquement mon fils. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Il est de la Moufouakone aussi, en Mbalelon, le groupement de Mbalelon. Il nous a beaucoup dérangé pendant les campagnes du RDPC parce qu'il était parmi les jeunes qui réclamaient, qui demandaient effectivement un soutien plus accru des élites, parce que le RDPC, ce n'est pas de la politique en tant que tel. Dans le RDPC, la politique du RDPC, pour moi, c'est la politique du développement. C'est des attentes des populations dans les villages. C'est des attentes des jeunes. Et Mvengbala était un leader des jeunes très charismatique. Et c'était en même temps un technicien hors pair. Je crois qu'il a un diplôme en biochimie, dont il connaît la chimie. Et lors de mes descentes sur le terrain, on nous reproche souvent de ne pas recruter les jeunes, effectivement. Je lui ai dit, bon, vous avez, certains d'entre vous ont des diplômes, venez passer les tests, effectivement, dans la société. Et Mveng, qui était parmi l'un des premiers, dit, viens passer les tests, je ne vais pas te recruter parce que tu es de la Moufouakone. Il faut que tu montres tes capacités. Effectivement, il y a eu des tests qui ont été organisés à la SCDP à cette époque, avec des ingénieurs, des techniciens et d'autres personnes. Et Mvengbala est sorti premier dans ce test-là. Il a été recruté tout de suite avec d'autres jeunes ingénieurs de Polytechnique, et d'ailleurs que j'ai recrutés. Beaucoup sont des grands directeurs aujourd'hui. Et je dois avouer que c'était un parfait technicien parce qu'il est mis à un poste où il devait s'occuper de la préparation de nouvelles recrues pour la connaissance des produits pétroliers, de leurs caractéristiques, de leur dangerosité, chose qu'il a toujours fait avec beaucoup de brio parce qu'il était suffisamment qualifié pour ce genre de mission. Docteur, maintenant que vous avez été acquitté, avez-vous des ambitions politiques? Je n'ai pas encore été acquitté. Je l'ai dit tout à l'heure que le dossier est pendant à la Cour suprême. Donc j'ai bon espoir effectivement que, compte tenu du fait que la Cour suprême a déjà connu de ce dossier et de la base de l'accusation, en rejetant cette base de l'accusation, le même dossier va lui revenir à nouveau. Je ne pense pas que la Cour suprême puisse se délier. Bon, je leur fais confiance, je fais confiance à la justice. Et puis, s'il vous arrivait d'être choisi comme directeur général d'une grande firme nationale par le chef de l'État, Paul Biya, accepteriez-vous? Ça, c'est une question très difficile. Parce que nous sommes effectivement à un tournant. On va en parler tout à l'heure. Je considère qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire. On a besoin, certes, de jeunes, comme il a dit lui-même, et de femmes expérimentées et compétentes, mais on a aussi besoin de personnes expérimentées. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent encore donner quelque chose. J'estime que je peux encore donner quelque chose, mais pas forcément en étant nommé. Le projet que j'ai en tête peut être beaucoup plus bénéfique pour la nation sans être nommé dans un cabinet d'expertise, peut être plus intéressant, plus neutre, plus indépendant pour donner des avis forts qui ne sont pas chapeautés par certains hauts fonctionnaires. Ce serait peut-être plus intéressant d'être dans un cabinet privé qui dit les vérités, qui fait les études et qui fait des propositions concrètes pour développer le pays.
Ça serait peut-être mieux. Pour sortir, vous avez créé Olium System Consulting. Ça, et ça dit que votre réinsertion sociale est facile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté à ma sortie de prison? Effectivement, je me suis ennuyé les premiers mois, mais j'ai constaté que j'avais encore une certaine audience, non seulement auprès des jeunes, mais également auprès de certains hauts fonctionnaires, et disons-le franchement, auprès de certains membres du gouvernement, qui m'ont ouvert leurs portes. Je n'ai jamais été ostracisé. Chaque fois que je me présente dans un cabinet ministériel, je suis reçu tout de suite. Et je discute franchement. Quand on a fait de la prison, on a quand même une certaine liberté, les gens veulent comprendre, ils veulent savoir, ils vous demandent qu'est-ce que vous comptez faire. Ils savent que vous avez un certain nombre de compétences. Certains d'entre eux m'ont effectivement proposé de créer un cabinet de consulting pour continuer à faire bénéficier notre pays de l'expérience que j'ai dans un domaine fondamental, le domaine des énergies. Et j'ai eu l'occasion d'être consulté, pas seulement au Cameroun, au Tchad. Le Tchad a un problème d'organisation du secteur aval pétrolier. J'ai assisté à un séminaire de manière indépendante au Gabon, presque quelques mois après ma sortie de prison. Un séminaire sur des énergies, le pétrole, où j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de cabinets qui fonctionnaient. Tout ça a commencé à trotter effectivement dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi ne pas effectivement créer enfin ce cabinet d'expertise pour me déployer et continuer à faire bénéficier le Cameroun, la sous-région et l'Afrique des compétences que je peux avoir avec d'autres. Parce que on demande beaucoup au gouvernement, on demande beaucoup aux politiques publiques, mais le privé, les acteurs indépendants ont leur rôle à jouer. La société civile également. Il ne faut pas seulement dire que oui, l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Qu'est-ce que nous apportons à cet État-là? Qu'est-ce que nous avons vu dernièrement, par exemple, pour parler justement du ministre de l'Énergie, dire la vérité aux patrons camerounais sur la situation de l'énergie au Cameroun. Quelles sont les difficultés que nous avons? Il y a un certain nombre de difficultés, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et ça ne peut pas être laissé à la seule compétence du gouvernement ou du ministre de l'Énergie. Même ces privés-là, des techniciens, des chercheurs, doivent apporter des propositions, des contributions pour améliorer l'offre énergétique, par exemple, au Cameroun. Donc c'est dans cette lignée-là que je me place, en m'entourant d'autres experts, en cherchant des partenariats, non seulement en Afrique, mais en Europe, au Cameroun, si possible, parce qu'il y a de bons techniciens également, de bons experts au Cameroun, pour effectivement, tous ensemble, réfléchir et atteindre des objectifs, au moins en 2030. 2030, c'est dans 4 ans. Vous savez que dans toutes les politiques au niveau des Nations Unies, de l'Afrique, de l'Europe, on parle des objectifs de développement horizon 2030. 2030, c'est demain. 2030, c'est demain. SND 30. SND 30, tout ça, c'est 2030. Mais concrètement, 2030, nous sommes terriblement en retard. Tout ce que nous avons mis sur pied, qui a fait l'objet de concertation privée, publique, société civile, nous en sommes encore loin. Il faut effectivement que tout le monde se mette au travail, qu'on aide le gouvernement, tout le monde. Alors, on est donc totalement en retard en matière d'offres énergétiques. On est en retard. L'électricité est ce qui manque pratiquement le plus. Est-ce que c'est un peu la suite, la mise en place de ce cabinet et la suite des réflexions que vous proposez déjà dans votre ouvrage « Les hydrocarbures dans le monde, en Afrique et au Cameroun ». Vous évoquez les aspects de commercialisation, l'évolution des prix, le raffinage, le fonctionnement du marché et tout cela. On a l'impression, avec ce livre-là, que vous présentez une situation assez compliquée, complexe, pas très avancée de la gestion des hydrocarbures en Afrique au Cameroun. Oui, ça c'est vrai que, effectivement,
En Afrique, généralement, la gestion des hydrocarbures est essentiellement tournée vers la rente pétrolière, vers les ressources. Et nous oublions souvent que c'est une ressource limitée qui a mis du temps, des millions d'années à se former dans les entrailles de la Terre et qui un jour va finir. Au rythme actuel de consommation au plan mondial, nous en avons pratiquement encore pour 40 ans seulement. C'est pourquoi vous voyez que même les très grands pays producteurs, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et tout ça là, sont déjà dans l'après-pétrole, alors qu'ils ont des quantités phénoménales d'hydrocarbures, effectivement. Et nous, dans les pays africains notamment, on ne pense pas à créer véritablement un fonds pour l'après-pétrole et pour les générations futures. C'est là que se pose véritablement un problème. Et nous ne faisons pas tout pour renouveler parce que les possibilités, les gisements, les réserves restent encore à découvrir. Est-ce que nous faisons suffisamment d'efforts pour découvrir effectivement les nouveaux gisements? Parce que, comme je l'ai dit quelque part, la production, et tout le monde le constate, la production des hydrocarbures, du pétrole au Cameroun est en baisse constante. Il faut vraiment un effort de recherche et d'exploration pour trouver de nouveaux gisements et remonter la production pour pouvoir soutenir le budget du Cameroun et pour pouvoir soutenir les projets de développement sociaux ou autres qui doivent également reposer sur les ressources de notre sous-sol. Sur la question, vous insistez également sur le renforcement des capacités de raffinage au niveau local, pour parler du cas du Cameroun. C'est une véritable question. On a pensé à l'extension de la Sonara, qui n'a pas beaucoup avancé jusqu'à présent. Le raffinage du pétrole brut est un problème pour nos pays, notamment le Cameroun. Oui, c'est vrai, pour le Cameroun, c'est dommage parce que en 2012, on avait déjà la solution. Je suis au regret de le dire, avec Charles Matouk, le projet de restructuration et de modernisation de la Sonara était déjà bouclé, même financièrement. Malheureusement, il se retrouvait également là où on ne veut pas être, là où on vient. Et pourtant, le projet, c'est là qu'on peut peut-être parler d'une petite malédiction. Vous savez, la Chine, pour se développer, à un moment donné, à l'époque de Deng Xiaoping, avait un gouvernement composé essentiellement d'ingénieurs, de techniciens de haut niveau. Le président Biya aussi a eu cette idée-là, à un moment donné, peut-être pas au niveau du gouvernement, mais au niveau des grandes sociétés. Vous avez eu, l'un des premiers, c'était Nyadi Fendi à Eneo, Charles Motouk Ding à la Sonara, moi à la SDP, Forndine Dam, ingénieur naval au chantier naval. C'était effectivement une option qu'avait choisi le président Paul Biya. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus. Pour que la Chine se développe, ils ont compris que les responsables, ce sont des techniciens de la science et de la technologie. Je ne dis pas qu'il faut seulement des techniciens, des ingénieurs et tout. On a besoin des administrateurs, on a besoin des juristes, on a besoin des financiers de haut vol. Mais la grande majorité, c'est d'abord des techniciens quand on est un pays en développement et qu'on veut se développer. Je pense que le président, s'il y avait un conseil, ce serait que, effectivement, des technocrates, des techniciens de haut vol occupent un certain nombre de postes qui sont essentiellement techniques. Mais s'il compte, il dira que oui, vous êtes technicien à la SDP, vous êtes retrouvé en prison. Fondidam, au chantier naval, s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Charles Metouk, à la Sonara, s'est retrouvé en prison. Mais alors, quelle est la situation? Je ne prends pas le cas de la SDP. Du chantier naval aujourd'hui, après Fondidam. La catastrophe. De la Sonara, après Charles Metouk et tout ça. Complètement brûlé, cramé. On peut citer des exemples. Vous connaissez le prix du carburant à la pompe? Bien sûr. 840 pour l'essence. Je vous 825 pour le gasoil. Voilà. Ce n'est pas un peu trop cher pour un pays quand même qui a
Alors c'est bien que vous me posiez cette question parce que, effectivement, je suis souvent un peu peiné de voir un certain nombre de responsables, peut-être politiques, dans leur lutte légitime pour la conquête du pouvoir, penser que parce que le prix du pétrole sur le marché international du carburant est de 350 francs les litres sur le marché de Rotterdam, qu'il devait être au même prix à Douala ou à Pousseri ou à Yokadouma ou à Molondou. Bien sûr, quand on parle des prix du carburant, il y a la structure des prix. Oui. Et le premier poste, c'est bien sûr le prix d'achat sur le marché international. Il est le même pour tout le monde. Notre raffinerie n'existe plus. Ça veut dire qu'on doit l'acheter sur le marché international, à Rotterdam par exemple. Nous devons le transporter jusqu'au Cameroun. Nous devons payer les prix de douane. Nous devons payer le stockage. Nous devons payer le transport des dépôts jusqu'à Molondou, jusqu'à Pousseri, jusqu'à Garoua, etc. Il y a des intermédiaires, il y a des importateurs, il y a des traders. Tout ce monde-là est rémunéré. Donc c'est normal que le prix de 350 ou de 400 double et se retrouve à 800 francs le litre. Donc, pour résoudre ces problèmes, vous savez qu'il n'y a que le gazoil et le super qui sont subventionnés. Le prix du pétrole au Cameroun, de pétrole lampant, est-ce que vous savez qu'il est moins cher que le prix d'achat sur le marché international? Ça veut dire que l'État prend en charge toutes les charges que vous voyez là. C'est le cas du pétrole lampant, c'est le cas du gaz également. Donc c'est fortement subventionné et ça concerne la plupart des populations camerounaises, rurales, qui utilisent le pétrole et le gaz. Maintenant, pour l'essence et le gasoil, je pense qu'il y a peut-être il y a des efforts, il y a certainement des efforts à faire. Parce que quand quelqu'un achète une voiture, il doit être capable de mettre de l'essence dans cette voiture-là. Il doit être capable de le faire. On peut aménager des subventions pour ceux qui font le transport des marchandises, pour ne pas renchérir le prix des produits sur le marché. On peut aussi avoir des subventions pour le transport des personnes, les taxis, les bus, les cars et tout cela. Il y a aussi d'autres solutions, utiliser des voitures électriques, comme par exemple le Conseil régional du Nord est en train de le faire. Bon, vous savez aussi que le président de la République lui-même, lors de son discours, je crois que c'est en 2022, a acté le fait que la subvention des prix des carburants a atteint 1000 milliards de francs CFA. On l'y a forcé. On a forcé le gouvernement à faire cette dépense. Mais avec 1000 milliards de francs CFA, on aurait pu finir depuis l'autoroute Yaoundé-Douala. On aurait pu construire plusieurs universités, créer des centres de recherche, des centres d'analyse pour les chercheurs, financer un certain nombre de projets de développement importants. Donc, le prix qui est donc appliqué au Cameroun, vous dites que c'est le bon? Il est normal. Alors, compte tenu des charges. On paye un peu moins au Tchad, qui a également des charges. Un peu moins au Gabon. Alors, il y a des pays producteurs où le prix de l'essence, du carburant, est pratiquement donné. Parce qu'ils ont suffisamment. Au Gabon, par exemple, ils sont tellement peu nombreux. Ils sont à 575 et 595. Voilà, ils peuvent se le permettre. Et vous savez qu'en termes de politique de recettes budgétaires, les Camerounais, ils ont aussi leur part de responsabilité dans les difficultés du Cameroun. Nous ne payons pas normalement la douane. Les Camerounais ne payent pas normalement les impôts comme il se doit. L'État se rabat sur les secteurs où effectivement ils ont l'assurance d'avoir effectivement des recettes pour le financement des projets sociaux. Et les carburants, c'est quelque chose de sûr.
C'est tout à fait normal. Au Cameroun, les taxes font... Parce que la chaîne, la un peu structure du plus... prix, il y a beaucoup de taxes qui sont appliquées sur le litre de Parce qu'elles sont carburant. sûres. Il y a beaucoup de taxes. Elles sont sûres. Oui. Elles permettent à l'État de financer un certain nombre de projets parce que les autres secteurs font l'objet de fraude et d'incivisme, pour dire le moins. Donc c'est un bon piège là. On ne peut pas se dérober, c'est un bon piège. Voilà, c'est ça. Si les Camerounais payaient normalement les impôts, payaient normalement la douane, peut-être aussi qu'on s'acharnerait moins sur les consommateurs de carburant, propriétaires de véhicules. J'ai lu un commentaire sur cet ouvrage-là, assorti d'une question qu'on vous a posée, le tête droite et direct. Peut-on dire que les hydrocarbures sont bien gérés au Cameroun? Et là, vous avez répondu par un oui et par un non. Oui. Vous jonglez un peu. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de recettes à un moment donné. Alors, vous dites, peut-on dire que c'est bien géré? Commençons par le non. Non, pourquoi? Le non, parce que véritablement, on n'a pas encore vu l'apport que devrait avoir. C'est vrai que les quantités, on est un pays producteur aussi. Hein. On n'a pas encore vraiment vu l'apport des hydrocarbures dans les projets de développement. Le développement du Cameroun. Il y a d'autres secteurs, la douane, les impôts, qui fournissent peut-être plus que les carburants aujourd'hui. Oui, parce que le gouvernement camerounais, très tôt, a fait des efforts de structuration d'organismes pour la gestion des hydrocarbures au Cameroun, en commençant par la SNH, la Sonara, le raffinage, la SLDP, et puis donc tout le système de distribution. Ça, c'est quand même... Mais on peut aller plus loin. J'estime que il n'y a pas une structure intégrée, unique, qui concentre tout ce qui concerne les hydrocarbures, de la géologie, recherche, exploration, jusqu'à l'énergie et plus même encore à la chimie, à l'industrialisation. Parce que le gaz et le pétrole se constituent essentiellement de molécules chimiques d'une richesse incroyable. Et c'est véritablement un gâchis, et beaucoup de spécialistes le pensent. Utiliser le pétrole seulement pour le brûler comme carburant, comme chauffage, est une erreur dramatique, d'autant plus que pour que ça se reforme, il faut des millions d'années. Avec la richesse des produits pour la pharmacie, les matières plastiques, un certain nombre de produits qui peuvent également aider effectivement au bien-être des populations, des sociétés, des hommes, à la santé. Il vaut mieux aller vers la pétrochimie et utiliser d'autres sources d'énergie pour les industries, par exemple, l'énergie qui est brûlée, effectivement, pour les machines. Donc, il vaut mieux utiliser les hydrocarbures pour la chimie et la pétrochimie. Ça, c'est un combat qui reste à faire encore dans tous les pays. Les autres y pensent déjà. Le Cameroun devrait déjà y penser aussi. On prend quelques questions dans le temps additionnel de ce programme. Bonsoir Jean-Jacques Zeye, très bonne émission. J'ai beaucoup d'admiration pour ce frère aîné qui a su rester au-dessus de tous les déboires à lui infliger avec son incarcération à tort ou à raison, entre parenthèses, pendant 15 ans. C'est un très grand homme, un grand rassembleur au niveau de notre département. Courage à lui, c'est Sa Majesté Christophe Manda qui envoie ce message. Merci Majesté. Je suis, bonsoir Jean-Jacques, bonne émission. Je suis content de revoir M. Nguinefa, un monsieur très ouvert, très jovial. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Ngoumou quand je travaillais à la gare de Ngoumou. Je dis merci au Tout-Puissant pour sa libération. Merci, c'est Papa King et Henri qui remercie le Seigneur Tout-Puissant pour votre libération. À entendre cet ingénieur de haut vol à la télé, nous avons des larmes aux yeux. Vivement que le président de la République remette les experts et ingénieurs expérimentés à la télé sociétés industrielles d'État, car ils comprendront mieux les enjeux et les objectifs. Merci, très enrichissant cette interview. Courage mon frère, c'est Jean-Marie depuis Akololinga qui ne pose pas de questions, mais vous souhaite beaucoup de courage. Bonsoir Jean-Jacques Zeye pour cette grande émission, merci. Monsieur Nguini, Obunfeugue et autres de la Meufouakona ont toujours été mal entourés
et eux-mêmes se sont laissés emporter par cette manipulation à la base. J'ai connu ce monsieur, d'ailleurs j'étais très proche de ses jeunes frères, mais il faut le dire, M. Nguyen n'était pas mauvais, mais ceux des siens et autres qui ont construit un dôme infranchissable autour de lui l'ont conduit à sa chute. Aujourd'hui, je suis très content qu'il soit libre, avec beaucoup de regrets pour cette nation qui détruit ses élites. Une fois de plus, je déplore ce qu'il a subi pendant que les vrais prédicateurs se moquent du pauvre Camerounais. Longue vie à ce monsieur. C'est Gabriel Assiga qui a donné son point de vue. Madame Otana Séraphine a un master en ressources humaines. S'il vous plaît, je voudrais seulement faire un stage professionnel non payant dans votre cabinet. Merci. On va lui donner le numéro. On va lui donner le numéro tout à l'heure. Je suis un ancien collaborateur de Jean-Baptiste Nguyen au MINME entre 93 et 95, direction de l'énergie. Aujourd'hui, grand expert du secteur de l'énergie au Cameroun, électricité, secteur pétrolier, gazier, aval, énergie renouvelable, efficacité énergétique. Je voudrais m'associer à cette aîné du secteur de l'énergie pour révolutionner ce secteur des hydrocarbures liquides et surtout gaziers, notamment le gaz naturel liquéfié, meilleure source d'énergie pour accélérer l'électrification du Cameroun. Et pourquoi pas moderniser le secteur du transport de masse, qu'il me donne son bon contact, qui passe, c'est Clément Essouma à Konon, ingénieur général du génie rural, expert génie énergétique et froid industriel, expert énergie. Il a envoyé son numéro, il voudrait s'associer à vous pour mener ce combat pour le développement de tous les aspects des hydrocarbures. Bonsoir Jean-Jacques, je reviens vers vous. Je suis ingénieur des mines et des industries pétrolières, option raffinage et pétrochimie en chômage. Ouh là là, je fonde beaucoup d'espoir pour une rencontre avec M. Nguyen pour des raisons professionnelles. S'il peut me soutenir dans ce cadre-là, je vais me battre pour ne pas oublier ces correspondances. Bonsoir Jean-Jacques. Ce monsieur est un génie. J'ai coulé des chaudes larmes lorsque j'ai appris qu'il était en prison. J'aimerais bien qu'il soit renommé à la tête de la SCDPC. Somba Loïc du côté de Kribi. Après 16 années de prison, ces diplômes sont-ils encore valables pour qu'il soit appelé docteur? Est-ce que ça finit alors? Est-ce que ça finit alors? Ne dit-on pas qu'après 6 mois d'incarcération, les diplômes deviennent désuets? Monsieur Jean Bosco, on est docteur à vie, non? Est-ce que tu veux changer quoi? Depuis le Nord, merci mon frère. Vous avez vu qu'il a mis en place un cabinet, Oleum System Consulting. Ça veut dire que même si le papier s'est déchiré, la tête est encore bien pleine. Bonsoir, mes admirations à votre invité Jean-Baptiste Nguyen, un modèle, une élite qui a tellement donné à sa communauté au point où il s'oubliait souvent. S'il vous plaît, connaissez-vous le docteur Jean-Marie Mboudou et Bonaventure à Tongana? Si oui, quelles sont vos relations manga depuis Yaoundé? C'est quelqu'un qui demandait les rapports que vous avez avec les autres. Ce sont des frères, vraiment, c'est la famille directe. Quelqu'un demandait quels sont les rapports avec les autres détenus quand vous étiez là-bas ou depuis que vous êtes sorti. Vous gardez de bons rapports avec certains? Alors, j'avoue que je n'ai pas encore refait un tour là-bas parce que je suis dans une situation, je connais leur situation là-bas. Je voudrais aller avec des dons importants. Oui. Parce que je sais de quoi ils ont besoin. Même le lot, et je ne vais pas donner à une seule personne. Parce que j'ai été président de l'association des détenus. Donc quand j'arrive là-bas, je ne vais pas choisir. Il va falloir effectivement faire des dons à toute la prison et le faire peut-être régulièrement. Moi, personnellement, je n'ai plus besoin d'argent maintenant. J'ai besoin de peu de choses, juste pour me soigner, garder la forme. Mais le reste, c'est pour aider effectivement des gens comme ça qui sont dans le besoin. Et j'aimerais bien refaire un tour régulièrement en prison pour aider les nécessités. Et il y en a. Il y a des gens qui sont vraiment abandonnés en prison. Ils ont besoin de l'aide. Tous ceux qui peuvent faire des dons pour les prisonniers doivent le faire. Vraiment. Ça rejoint la question de notre frère qui demandait, qui disait, j'aimerais savoir ce que le docteur Nguyen pense du milieu carcéral au Cameroun au regard des multiples détentions provisoires, les prises en charge des détenus et autres, qu'il nous explique également ce qu'il
Alors la question, ce qui l'a le plus marqué en prison, il vient de dire, hein, les conditions difficiles, est-ce qu'il envisage soutenir les prisonniers? Vous l'avez également dit, de quelque manière que ce soit, sinon, qu'est-ce qu'il envisage de faire? Je crois qu'il a déjà eu la réponse à cette préoccupation. On va prendre une ou deux préoccupations encore avant de boucler totalement cette émission. Mais on le voit bien, la plus grande préoccupation maintenant au sortir de l'émission, c'est comment vous contacter, comment vous accompagner, comment vous rejoindre dans ce cabinet d'expertise. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de spécialistes et de spécialités qui veulent et qui comprennent l'importance du cabinet que vous mettez en place et du combat que vous menez. Comment ils font? Absolument. Dans les publicités que Info TV passe tous ces jours-ci, il y a toutes les données, comment me joindre par toutes les plateformes numériques, le téléphone, etc. Je pourrais donner mon numéro personnel, mais il y a déjà un numéro de téléphone qui s'affiche sur... je remercie d'ailleurs Info TV et son président parce que vous avez fait un travail formidable. Et il faut rappeler aux gens que ce travail n'est pas payant. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est vraiment un don de votre PDG qui a décidé de m'accompagner parce qu'il connaît la valeur de ce que je suis en train de faire. Il sait que je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour le Cameroun, pour la jeunesse et pour les gens qui en ont le plus besoin. Si je peux servir d'intermédiaire, une fois que le cabinet sera véritablement opérationnel, pour aider les jeunes à s'insérer, à trouver du travail, dans les multiples contrats, rencontres avec des sociétés, des dirigeants d'entreprise, on le fera, mais il faut être brillant. Il faut être parmi les plus brillants. C'est pourquoi je dis à la jeunesse et leur fête, il est important d'abandonner toutes les dérives de la jeunesse que nous connaissons aujourd'hui et de se concentrer à sa formation. Quand on est le meilleur, on sera forcément remarqué et on trouvera du boulot pour aider sa famille et s'aider soi-même et évoluer dans la vie. Merci à Denis Bezelé du Conseil national de la communication. Vous dites Dr Nguini Efa, l'excellence personnifiée. Il paraît qu'il fut major au bac C, au lycée Leclerc, c'était major. Collège Vogt. Au collège Vogt, major. Dieu est grand. Parce qu'il a pu retrouver son allant dans le temps. Salut et courage, monsieur le directeur général. Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour venir échanger avec nous. Alors, on est vendredi, soir, il est presque 23 h dans 15 minutes. On peut faire un tour au cabaret? Ça vous dit encore? Moi, j'ai toujours adoré les cabarets. Et donc, de toute façon, on me l'a reproché. Vous ne pourrez plus faroter. Quand il s'agit, je ne peux plus faroter, malheureusement. Et ce que les gens oublient aussi, c'est que, en fait, je ne farotais pas. C'est-à-dire que quand je me retrouvais dans un endroit public comme ça, il y a des gens qui me reconnaissaient et qui remplissaient ma table de champagne, par exemple. C'est-à-dire que j'étais assis, des hommes d'affaires, des personnes, effectivement... bon, voilà, c'est un peu comment vous accueillez les gens, comment vous comportez avec les gens, et vous le redonnez en retour. Absolument, ce n'était pas forcément mon argent, encore qu'un directeur général. Là, une ou deux bouteilles de champagne, de whisky, ça ne représente absolument rien. Merci grandement d'être venu à cette émission. Vous êtes un soutien à la culture camerounaise. Si l'occasion s'y prête, n'hésitons pas à encourager les artistes camerounais. Ça n'a jamais été un problème. Merci Nadège Yogen d'être venu avec cette belle couleur. Donner un peu plus de lumière au noir à ce plateau. Rendez-vous demain, c'est 8 h. La rediffusion, Nadège? 7 h. 7 h. Demain samedi et puis dimanche également, sensiblement à la même heure. Vous serez encore servi, vous écouterez comme vous le souhaitez le docteur Jean-Baptiste Nguini Efa qui était notre invité ce soir. Très bonne soirée à tous.